et que je me dis, demain, j'ai envie d'arrêter de bosser, j'arrête de bosser et ça ne change absolument rien à ma vie. Ça représente du coup, je pense, pour avoir le lifestyle que je veux, parce que j'aime beaucoup Miami. L'idée, ça serait au bout d'un moment de faire un split Dubaï-Miami, tu vois. Et si j'arrive à faire ça quasiment qu'avec des revenus passifs ou voilà, des deals qui tombent. Il y en a où il y avait 25 inscrits, il y a eu 2 personnes qui sont venues, mais j'ai closé les 2. En fait, ça dépend, comme tu disais, ça dépend surtout de la qualité de l'audience plus que du volume. C'est vraiment ça le plus important. La maison, c'est 27 millions, les travaux, c'est 3,5, on revend tant, tac. Ah ouais, tu veux pas. Et t'achètes pas, je m'en fous. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais maintenant? Et après, je pense qu'on repartira en arrière et on commencera où tu veux, soit à la naissance, soit plus tard, comme tu préfères. Vas-y. Ça marche, let's go. Du coup, moi, je m'appelle Thomas et ce que je fais aujourd'hui, donc j'ai une société d'investissement immobilier clé en main sur Dubaï avec plusieurs stratégies. On fait de l'achat, travaux, revente, on fait de l'immobilier locatif et on fait aussi du subleasing, donc sous-location Airbnb. Tu sais que c'était pas fait exprès parce que je pense que je t'ai contacté avant, mais depuis, il y a un soir pour m'endormir où j'ai écouté un podcast sur l'IMO, mais pas de Dubaï, sur tu sais, les marchands de biens en France. Ok. Et tellement ça m'a passionné, et je réfléchissais à comment je pouvais faire ça. J'ai pas réussi à dormir mais pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc je pense que ça va être sympa. Et je voulais pas inviter juste un agent IMO, tu vois, parce que il y en a beaucoup. Bon, il y en a qui sont intéressants en vrai. Même si c'est une minorité. J'ai plein de clients agents IMO, donc je fais attention à comment je dis ça. Mais c'est un domaine qui m'intéresse. Donc, et quand on s'était rencontrés, je pense qu'on est à peu près la même génération. Donc je pense que c'est intéressant. Tu peux revenir en arrière. Je sais pas, t'as grandi où? Qu'est-ce que t'as commencé à faire? Alors, on va partir très très loin. Donc, je suis né en région parisienne, mais j'ai jamais vraiment grandi là-bas en fait. Avant d'avoir 1 an, mes parents ils ont déménagé sur la Côte d'Azur. J'ai grandi sur la Côte d'Azur, fait mes études, tout ça là-bas. Enfin, les études qui ont été relativement courtes, qu'on soit d'accord. Mais courtes, c'est relatif. Hein. Tu sais, il y a des invités du podcast qui sont arrêtés. Je pense que le premier, c'était Kylian. Celui qui s'arrêtait le plus tôt, je pense que c'était en 5e qui s'arrêtait. Ok, non, j'étudie bien à côté, mais voilà. Non, moi, en fait, j'avais fait en fait, si tu veux, donc j'étais au collège, voilà, classique. Et en fait, la conseillère d'orientation, je lui dis, voilà, moi, ce que je veux faire, j'aime bien l'immobilier, j'aime bien la vente, j'aime bien tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que j'avais, au collège, j'avais genre 14-15 de moyenne, un truc comme ça, tu vois. Donc, je pouvais aller en général, pas de problème. Il me dit, il y a un truc pas loin, c'est un bac pro vente, ça peut être super et tout. Mais j'étais accepté en général, tu vois. Et je lui dis, vas-y, je vais aller à journée porte ouverte. Mais attends, tu peux faire, je te coupe déjà, mais tu peux faire agent IMO en ayant un bac vente? Après, en fait, ça vient au BTS, etc. Et du coup, je suis let's go, tu vois, j'ai 14-15 ans, je suis en 3e, tu vois. Journée porte ouverte, j'y vais tout seul, je vois le truc, je fais putain, c'est stylé, il y a des ordis, ça a l'air cool, t'as 2 mois de stage par an, trop bien. Let's go. On prend nos décisions vraiment sur des détails. Ouais, mais surtout qu'en plus, genre, ma mère et mon père, les deux n'ont pas le bac, donc j'étais un peu en mode, de toute façon, c'est pas eux qui vont me donner des conseils, tu vois. J'imagine. Donc, let's go. Donc, je me dis, ça peut être une bonne idée, bac pro, hein, let's go. Bon, évidemment, je suis avec FD, hein, c'est évident. Je commence bac pro vente et là, je me rends compte que le programme est bien. La population, c'est différent. Oh là là. C'était où? C'était au sud de la France, à côté de Cannes. Ok. Et ouais, beaucoup de surprises. Mais en tout cas, c'était intéressant. Je ne demanderai pas les détails parce que ça peut déraper. Ça peut déraper très très sale. Mais non, c'était intéressant en tout cas de s'adapter aussi à tout ça et un peu d'un côté, tu vas être déçu en arrivant. Putain, mais c'est pas vraiment ce que je pensais. Et de rendre le truc un peu sympa pour essayer de vivre, tu vois, ces 3 ans de lycée de manière un peu plus relativement sympa. Et donc, ouais, en fait, c'était quand même pas mal parce qu'il y avait 2 mois de stage par an, 2 fois 1 mois. Et donc, premier, j'ai fait cabinet de gestion de patrimoine. 2e, dans un magasin de vêtements, rien à voir. Mais c'est bien parce que ça te coupe tes années. Ça te coupe tes années, ouais. Et t'as 6 opportunités de découvrir ce que tu veux faire Exactement. après. Donc, je pense que c'est... En vrai, j'aurais dû faire ça en vrai, le programme en lui-même est vraiment bien. Et donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait agence IMO et je suis resté 4 mois dans la même agence. Et en fait, c'était super cool parce que j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et du coup, le manager, le tuteur de stage,
il me donnait full confiance dans ce que je faisais. Donc, je faisais des visites tout seul. Alors, c'était de la location, hein, mais je faisais des visites tout seul, signer le contrat, etc. Donc, je faisais mes premières petites ventes de location, on va dire. Bon, je n'étais pas payé, hein, mais c'était cool. J'arrivais avec ma petite moto et tout. Et donc, j'ai fait ça. Après, j'ai dit, je vais faire un BTS profession immobilière parce que, en fait, quand tu commences un peu à toucher le terrain, tu dis, je vais faire un BTS profession immobilière en alternance. J'ai une question. Est-ce que en France, tu peux exercer juste avec le bac ou faut quand même des diplômes spécifiques ou... Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire de l'immobilier, normalement, tu es censé avoir la carte T. Et la carte T, tu l'obtiens soit en faisant un BTS profession immobilière, soit en ayant certaines années d'expérience en tant que cadre dans l'immobilier, etc. Ok. Tu peux faire des demandes Ok. et l'obtenir. Du coup, je fais ce BTS profession immobilière en alternance. Le concept encore plus sympa, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Mhm. Entreprise, j'étais en gestion de patrimoine, donc c'était très sympa. Sauf qu'après, je sais pas, 7, 8, 9 mois, en fait, je fais 5, 6 jours en entreprise et j'arrête totalement d'aller à l'école parce que en fait, il y a une telle différence entre le théorique et le pratique que je me suis dit, Ça sert c'est à rien. inutile. Ouais. Du coup, je me suis dit, j'arrête, mais je vais pas arrêter pour rester en France. Enfin, je commençais à faire des ventes, etc. J'avais 18 ans, je gagnais plutôt bien ma vie pour un gamin de 18 ans. Je me suis dit, c'est cool, mais ça m'amènera pas beaucoup plus loin. Donc, je vais partir aux US, à Miami. Donc, je connaissais déjà très, très bien. Je suis parti à Miami, j'ai vu un peu d'autres façons de travailler, comment ça fonctionne, etc. Et donc, les 3 premiers mois, c'était principalement améliorer mon anglais. Et après, continuer à bosser en immobilier là-bas. Trop bien. Et t'es resté là-bas longtemps au final? Presque 1 an. Ouais, presque 1 an. Et en termes de cumulé. visa, c'était comment? Parce que c'était... Oula, oula. Je vais faire une autre question. Ouais, il y avait des allers-retours, quoi. J'ai Beaucoup. compris. J'en connais qui ont fait ça au Canada. Ok. C'est qu'ils sont partis à la frontière, machin, mais Ouais. j'arrête mes questions un peu. T'es chier. Et c'était plus intéressant pour toi aux US qu'en France? Ouais, c'était plus intéressant en termes de network, en termes de apprentissage, connaissances, enfin tout. Et là-bas, t'étais dans une agence où tu faisais... Enfin, spécifiquement, tu faisais quoi? En gros, je bossais avec un top broker de là-bas, qui à l'époque, maintenant il aussi bosse avec une agence, mais à l'époque, il a juste sa propre agence avec lui et sa femme. Mais voilà, ils ont un carnet d'adresses exceptionnel avec tous les plus grands joueurs de foot, tous les plus grands artistes, DJ, etc. en tant que clients. Donc, je visitais des apparts de malades. On faisait aussi un petit peu tout ce qui était investissement multifamily. Donc, typiquement, tu achètes des petits buildings de 20-25 logements et tu rénoves, tu refinances derrière, etc. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je faisais. J'aidais sur la partie un peu marketing. Et l'achat de ces complexes-là, il le faisait pour eux ou pour des clients? Les deux. Ok. Et toi, tu t'occupais de la partie client? Ouais, principalement. Ok. Et c'était quoi les profils des gens qui achetaient ça? C'était... Un peu tout, principalement investisseur international. Beaucoup de Français parce que forcément, ils parlaient français aussi. Ah, ce gars-là parlait français? Ouais. Ok. Fonds d'investissement, ouais, pour les multifamily, beaucoup de fonds d'invest. Et pour bon, après, c'est de l'immobilier de luxe principalement. Donc voilà. Mais je te pose des questions, mais sur genre, 25 logements, c'est quoi en Floride? On parle de 10 millions, 5 millions, je me rends pas du tout compte. À l'époque, parce que du coup là, ça a bien changé. On avait un 24 units à North Miami. Je crois que c'était 3,5. Et c'est dans des quartiers un peu merdiques ou c'est... Non, c'est bien. Ok. C'est bien. North Miami, c'était pas mal. En fait, c'est vraiment surtout des quartiers qui se développent. Donc c'est une question de timing aussi. C'est une question de timing, ouais. Ok, trop bien. Et après, t'as fait quoi? T'es reparti en France? Après, ouais, en fait, quand j'étais à Miami, j'ai rencontré quelqu'un qui habitait à Dubaï. Donc, je suis parti de Miami. Je devais rester 1 mois à Dubaï. On était en septembre 2019. Je devais rester 1 mois à Dubaï, voilà, voir un peu comment ça se passe, etc. Parce que la personne que j'ai rencontrée était plus dans le côté finance et voilà, structuration finance, alors que moi, j'avais fait que l'immobilier. Et donc, je voulais voir aussi comment lui travaillait. Je suis venu 1 mois. Je devais rester plus. Finalement, je suis rentré en France. Je suis pas retourné à Dubaï pour diverses raisons, parce que j'avais pas mal de galères à gérer. Je pense qu'on en parlera après. Donc, je suis resté 1 an en France, continué l'activité en gestion de patrimoine. Donc, dans cette activité-là, on vendait pas mal d'immobilier aux États-Unis d'ailleurs. Et tu peux parler de tout sur cette partie-là? Ouais, on peut y aller. Vas-y.
Ok, alors, ok, Ah non, mais top. moi, je transitionne pas. Il n'y a pas de... Ok, stop. Je t'envoie dans la sauce. En fait, Euh, le truc, c'est que vu que je sais pas comment tu veux rentrer, je préfère que tu let's t'expliques go. ce que tu veux Let's expliquer. go. Donc, les galères. Et tu sais que là, il y aura aucun cut, hein, donc C'est parfait, moi ça me va. Ouais. Du coup, ouais, donc les galères dont je parlais, en fait, pour faire simple, donc le cabinet en gestion de patrimoine en question, donc c'était à mon père. Donc ça fait 25 ans qu'il faisait ça avec voilà tous les produits qu'on peut connaître de CGP classique en France, c'est-à-dire défiscalisation, placement financier, etc. Et en fait, comment je connaissais déjà Miami, c'est que dès 2010, quelque chose comme ça, donc juste après la crise des subprimes. T'es né en 99? Exact. Ok. Ça, faudrait pas dire, je suis pas 50% du business quand Ah, je ça le dis. Donc, voilà. Moi, je suis né en 2000, donc tu Ah, merde. Merde, ouais. Et ouais, donc ouais, 2011, donc mon père commence à travailler avec la personne avec qui je bossais sur Miami. Donc ça se passait super bien. Voilà, tous les clients qui ont investi, ils ont fait x2, x3 sur 4, 5 ans. Pas parce qu'on était des génies, hein, c'est juste que le marché il a augmenté, tu vois, il y a rien de fou. Sauf que le marché de Miami était tellement revenu au prix d'avant-crise qui devenait plus assez intéressant pour des investisseurs internationaux pour aller chercher de la très bonne renta qu'on a connue. Mon père, il a demandé à un autre partenaire, qui n'a rien à voir. Il lui a dit, écoute, on a une demande de clients français pour investir aux États-Unis. Et c'était Détroit, du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça serait dommage de perdre ce truc-là. Donc, il faudrait trouver une ville rentable aux États-Unis avec un acteur qui tient la route, qui a pignon sur rue, etc., etc. Donc, cette personne-là, ancien ami de mon père, qui dit, bah, ok, je vais trouver genre, la ville qu'il nous faut, je vais faire étude de cas, Il étudie toutes les villes, etc. Et donc, il lui dit, bah, on peut aller à Détroit. Mon père, il regarde, il dit, mais Détroit, c'est le ghetto, quoi. Genre, surtout quand tu connais pas, voilà, je prends mon gilet pare-balles, on y va. Je prends le gilet pare-balles. Et donc, ils y Aux vont. États-Unis, il n'y a pas peu de villes où tu prends pas le gilet Ouais, pare-balles. c'est pas faux, ouais, c'est clair. Ouais. Et bref, du coup, ils y vont, etc. Et c'est vrai que, en fait, quand tu regardes vraiment en chiffres, Détroit, c'est une super ville pour investir. Ouais. Parce que, bah, forcément, en fait, ils ont connu la crise de subprime 2008, mais ils ont aussi connu La désindustrialisation. Ouais, la crise automobile, en fait, avec General Motors, etc. en 2013. Donc, en fait, ils ont pas eu le temps de se relever aussi vite que le reste des États-Unis. Donc, tu avais encore des prix de crise alors que c'était 5 ans après, tu vois. Donc, beaucoup de potentiel. Et en fait, des loyers, comme dans toutes les crises, des loyers qui restent à peu près les mêmes quand ton immobilier On parle dévisse. de maisons genre à $50,000, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, 50, $60,000, c'était à peu près ça. Ok. Et donc, du coup, bah, voilà, il rencontre la personne avec pignon sur rue qui gère tout, etc., machin. Donc, Détroit était un très, très bon investissement. C'est juste l'acteur avec qui on travaille qui était très mauvais. Donc, on commence à faire nos premiers investissements. On voit que ça se passe bien, on reçoit les loyers, machin, super. Donc, bah, il dit, bah, cool, on a investi, ça marche, on va commencer à le proposer à des clients, tu vois. Est-ce que vous commencez toujours par tester avec vos... Ouais, bien sûr. Ouais. Comme Miami, d'ailleurs, c'était déjà le cas. Et du coup, bah, ça marche, super. On commence à le proposer à des clients. On commence à faire pas mal de ventes. Enfin, on parle de 1000 maisons en 3 ans et demi. Et en fait, il se trouve que au bout d'un moment, mon père va pour lever un peu plus de fonds. Et en fait, cette personne-là, donc c'est un fonds d'investissement, qui demande, ils ont fait un audit sur notre société, mais en fait, nous, notre société, on était des apporteurs d'affaires, quoi. Et parce que celui qui sourçait les maisons et celui qui faisait la gestion, c'était la personne aux États-Unis. Et donc le mec dit, bah, j'ai fait un audit sur vos sociétés, all good, mais en même temps, vous gérez rien. Donc il faut que je fasse un audit sur la boîte là-bas. Et quand vous avez demandé les documents, tout est devenu compliqué, c'est ça? C'est ça. En fait, dès qu'on a commencé à dire, bah voilà, on a besoin d'un audit, etc. Il y a plein de situations dont on me parle qui sont pas du tout liées à celle-là. Ouais. Qui commence, où la découverte du problème, si on peut appeler ça comme ça, commence par un audit qui doit se faire et qui arrive pas à commencer, quoi. C'est ça. En fait, là, le truc, c'est que c'était une grosse somme qu'on devait lever. Et en gros, donc on lui dit, bah, on a besoin de faire un audit parce que l'audit permet de débloquer tant. Donc ça fait beaucoup de maisons. Et il avait, j'imagine, aucune raison, du coup, sur papier, de pas vouloir faire l'audit. Voilà. Et donc, en fait, au début, c'était, je suis en recrutement, j'ai pas le temps, etc., machin. Ça dure 6 mois. Peut-être même 8 mois. Donc, au bout d'un moment, mon père, il dit, écoute, là, ça fait 6 mois, je m'en fous. En fait, tu sais ce qu'on va faire? Je vais envoyer quelqu'un de mon équipe et on fera l'audit, tu vois. Évidemment, nous, on y allait tous les mois. Mon père, il y allait tous les mois là-bas. C'est pas comme s'il connaissait pas Détroit, tu vois. Et donc, il arrive là-bas et là, plus de son, plus d'image. Au début, on se dit, bah, en fait, il y avait un compte de gestion sur chaque client. Il y avait peut-être, genre, je sais pas, $500 sur chaque compte, machin. Au début, on voit juste
on voit plus ça. Donc on se dit, ok, c'est peut-être un bug. Il y a déjà eu un bug comme ça, il y avait 0 le lendemain Ok. où c'était revenu. Ouais. Bon, c'est peut-être un bug. On attend Mhm. un jour. Ok, bizarre. Donc là, on essaie de contacter, pas de réponse, machin. On commence à sentir des trucs bizarres. Prendre des avocats. Il est américain ou il est français? Il est franco-portugais, mais Ok. vivant aux Ok. États-Unis. Et ouais, donc pas trop de nouvelles, etc. On commence à prendre des avocats, plusieurs avocats qui commencent à évaluer un peu les dégâts. Et voilà, donc on se rend compte que en fait, les maisons qu'on a achetées nous-mêmes et que nos clients ont achetées, bah, en fait, tout était hyper bien fait de son côté puisque, bah, on recevait les loyers, on recevait les titres de propriété, on recevait tout. Mhm. Le seul truc, c'est que les maisons ne lui appartenaient pas. Mhm. Donc en fait, il vendait des maisons qu'il n'avait pas Mhm. et il payait les loyers, etc. Enfin, voilà. Et en fait, les documents que nous on signait, c'était des vrais documents, d'accord, donc qui étaient bien valables. On a fait vérifier par avocat et tout ça. C'est juste qu'après ça, il devait avoir, à mon avis, un complice auprès du Wayne County qui en fait approuvait toutes les annulations. C'est-à-dire que on achète, il y a un document d'annulation, ça s'appelle un affidavit, qui dit j'annule la vente pour erreur d'adresse ou des trucs qui n'ont pas de sens. Mhm. Je veux bien sur Ouais, sur 2-3 maisons, ouais, mais sur 1000 maisons, ça pas commence à faire, possible, tu vois. ouais. Et donc voilà, et évidemment, il y a que lui qui signait ce document-là, personne d'autre, et ça passait. Mais Voilà. et la procédure, elle en est où? La procédure, donc là, en septembre 2022, il y a enfin, alors je sais pas comment on appelle ça dans les termes juridiques, mais un genre de jugement qui a été rendu par défaut, qui le condamne à verser 40 millions de dollars tous ceux qui ont perdu, c'est-à-dire nous et nos clients. Mhm. C'est l'équivalent du prix de maison? Ouais, Ouais, c'est ça, 50 000 fois 1000 maisons. c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, sur les 1000, il y en a 700 qui ont été vraiment escroqués, Ok. 300 qui sont vraiment Ok. clients, mais voilà. Ok. Ah, il Il faisait un mix. faisait un mix. En fait, il y avait 2 types d'achats. Il y avait de l'achat de cash et de l'achat land contract. C'est quelque chose qui se fait aux États-Unis, hein, Mhm. mais on va dire, les 700, c'était land contract et c'est vrai qu'il a escroqué en majorité. Et sur les 300 cash, il y en a peut-être la moitié qu'il a escroqué et le reste qu'il n'a pas escroqué. Ok, Enfin, ok, voilà. ok, ok. Je pense qu'à la fin, il a juste dit bon, j'ai besoin d'oseille, je vais tout prendre. Ok. Bref, donc ouais, au niveau de la procédure, donc septembre 2022, il y a en fait, déjà comment ça s'est passé, c'est que nous, on commence à prendre des avocats, etc. Sauf que les avocats aux États-Unis, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Mhm. Mon père, il vend tout ce qu'il a juste pour payer les frais Mhm. d'avocat. Donc, il se retrouve à poil. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une étape qui est importante, c'est que mon père, il demande, OK, quel est comment on peut maximiser nos chances de récupérer les fonds, même si c'est sur des comptes offshore, Mhm. etc. Parce qu'au Mhm. final, Mhm. s'il fait ça, tu peux rien Ouais, faire. ouais. Et donc, en fait, les avocats disent, la seule chance, c'est d'avoir la SEC, donc la SEC, Mhm. qui prend le case et Mhm. que eux portent plainte Mhm. et que eux, en fait, représentent. Ouais. Donc, c'est vraiment le Parce qu'eux, gouvernement ils sont américain. ultra puissants, enfin, ils font ce qu'ils veulent. C'est le gouvernement Ouais. américain versus un mec. Ouais. Ouais. Normalement, ça Non. gagne. Normalement. Donc, mon père, il dit, let's go, on était déjà, je crois que 110 000 $ de frais d'avocat. Et en fait, le truc, c'était que si la SEC n'acceptait pas notre case, parce que 40 millions de dollars pour nous, c'est beaucoup. Mais pour eux, c'est pas grand-chose, Ouais. tu vois. Donc, est-ce qu'ils acceptent le case? S'ils acceptent le case, cool. S'ils l'acceptent pas, tes 110 000, c'est perdu. Mhm. Mon père, il n'avait plus rien. C'était un peu en mode, bon, allez, vas-y, on Ouais. l'attente. Ouais. Et donc, ils disent, OK, par contre, évidemment, on va devoir faire, enquêter sur vous aussi, parce que pour voir si vous êtes Ouais, bien victime sûr. ou complice, Bien sûr, parce bien que, sûr, bon, bien sûr. quelque part, oui, certes, vous avez acheté En vrai, des ça peut maisons. se comprendre, je trouve. Voilà, vous avez Ouais. acheté des maisons vous-même, mais en même Mhm. temps, vous en avez vendu beaucoup. Mhm. Et donc, évidemment, bon, ils ont fait les enquêtes, etc. Compte bancaire, Mhm. WhatsApp, email, Mhm. tout, un vrai Mhm. truc. Bon, évidemment, ils ont compris, ils ont dit, bon, vous êtes bien victime, donc on accepte le case. Donc, du coup, en septembre 2022, il y a eu ce jugement officiel, consultable en ligne sur le site officiel du gouvernement américain. Et voilà. Et depuis, pas grand-chose. Parce qu'il faut l'arrêter. Mhm. On sait que son frère a été arrêté. Alors, histoire drôle. Son frère était déjà en prison en France Ok. pour une autre escroquerie, Mhm. rien à voir. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti, ils l'ont interrogé pour notre affaire, ils l'ont remis dans une autre prison pour cette affaire-là. Mhm. Je crois que depuis, il a dû sortir, je pense que c'est Mhm. la France. Voilà. Et là, pas grand-chose. Il me semble que, je crois que c'est, bref, en août, il est censé avoir un jugement, mais faut qu'il se présente, quoi. Ok. Voilà. Donc, Ok. jusqu'à présent, rien de récupéré. Et qu'est-ce que je peux... La question qui me vient en écoutant ça, c'est quoi tes apprentissages après cette histoire? Parce qu'en vrai, que l'argent y revienne ou pas, j'ai l'impression que t'as pas le contrôle dessus. Donc, En fait, quand il t'arrive un truc comme ça,
t'apprends énormément, pas que sur toi, mais sur l'humain en général. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que j'ai 30 ans, etc. Mais c'est juste que j'ai mangé tellement dans la gueule que, ouais, c'est normal que j'ai un peu d'expérience, tu vois. Enfin, je vais donner des exemples, mais en fait, quand il t'arrive un truc comme ça, au début, forcément, t'as beaucoup de mauvaise presse qui arrive, alors que bah, t'y pour rien. Enfin, en mode, on est première victime, c'est nous, quoi. Parce que bah, forcément, t'as une boîte qui ferme, t'as 30 salariés qui ferment, t'as plus d'oseille, t'es voilà, terminé. Et en plus, on te massacre la gueule en disant que c'est toi. Parce que bah, la France, les médias, je déteste les médias, c'est le pire truc au monde pour moi. Surtout les médias mainstream bidons. Bref, donc tu te prends des rafales dans la gueule. Faut que tu appelles tes clients pour leur dire bon les gars, en fait il nous est arrivé ça. Donc moi voilà, j'avais vendu pas mal de maisons quand même, donc bah, j'expliquais à mes clients pas de problème. Ouais, mais alors le truc c'est que j'ai l'impression que quand c'est le chaos, je surperforme. Mais sur plein de trucs. Moi aussi. Et par contre quand c'est plat, je m'enfonce un peu dans le plat pour l'instant. Ouais, c'est un peu ça. Et je surperforme parce que, surtout en plus dans cette époque-là où, bah, tu sais, c'est un peu, enfin, c'est la boîte de ton père, t'es obligé de défendre. Et en fait, tu vois, sur les 30 employés, il y en a 5 vraiment qui résistent et qui sont là. Le reste, bah, ça tremble pour appeler le client, pour lui expliquer la situation. Ça me... alors que c'est des mecs qui ont 45 ans. Tu vois. Et donc, j'étais là en mode, attends, tu paniques, laisse, je t'appelle. Tu vois. Et donc, en fait, je commence à gérer pas mal de trucs comme ça. Et ils réagissent comment, les gens? Les clients? Ouais. Ça dépend. Tout dépend comment tu le présentes. Moi, ça allait, puisque bah, t'expliques la situation, on est dans le même bateau, voilà. En fait, les gens, ils vont vraiment commencer à te faire confiance quand ils voient que tu mets des actions en place. Ouais, et j'imagine qu'ils ont pas non plus mis leur dernier 50 000 $ dans le truc. Ah si? Il y en a, oui. Hein. Il y en a, oui. Après, ça, c'est pas de ta faute. Hein. Voilà, ça, c'est... Oui, mais on l'a su après, tu vois. On l'a su après. Sinon, tu l'aurais pas dit de faire ça. Bah, c'est ça. Bah, ouais. Mais bon, c'est quand même, c'est beaucoup d'argent et même... Ouais, tu peux pas dire c'est ta faute, t'avais qu'à pas mettre ça. Non, enfin, non, pas du tout. Mais bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça dépend comment tu présentes. Ouais, ça dépend comment tu présentes. En fait, moi, j'expliquais, voilà, on est dans le même bateau, il nous arrive ça. La meilleure solution, c'est de faire ça. On est en procédure pour commencer à mettre ça en place. Tu veux faire ou pas? Voilà. Donc, surtout qu'au début, on a avancé tous les frais d'avocat. Ça représente, je crois, 650 000 $. Et comment c'est si cher que ça, les avocats aux États-unis? Ah bah, ça coûte cher. Hein. Bah, après, on n'a pas pris des mauvais avocats non plus, mais... Ouais, parce que sinon, tu fais une procédure, mais bah, sinon, t'arrives pas de ton côté. Déjà, sinon, t'arrives pas à avoir la SEC qu'on a eu, donc voilà, mais ça coûte très très cher. Et je te coupe dans les apprentissages, mais c'est des questions difficiles à répondre, mais tu penses c'est quoi la probabilité que les gens aient l'argent? Genre c'est 50-50, vous avez aucune visibilité? Je sais pas c'est quoi la probabilité. Ce que je sais, c'est que la seule façon de l'avoir, c'est par la procédure qu'on a fait. Parce que la SEC sont les seuls qui peuvent aller chercher des fonds sur des comptes offshore. Que ce soit Belize, Panama, ce que tu veux. Alors que tous les cabinets d'avocats du monde n'ont pas le droit. Donc, la seule solution, c'est ça. Après, ça dépend juste de... Il faut le choper. En fait, parce que je suis pas expert en droit américain, mais de ce que j'ai compris, quand la personne est arrêtée, il perd ses droits. Et donc là, tu peux aller chercher l'argent sur les comptes. Donc, faut le choper. C'est le seul truc que j'ai compris. Et les autres apprentissages que tu as tirés de cette situation? Résilience, hein, je pense. Tu y penses tous les jours ou t'as réussi? Ah ouais, encore? Ouais. Ok. Ouais, c'est dur, hein. Ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans qu'on a découvert qu'on se faisait escroquer, mais du coup, les 4 ans avant, on bossait et ça marchait très bien. Et là, ça fait 4 ans. Un peu plus de 4 ans maintenant. C'est ouf. On essaye de passer plus au présent. Allez, let's go. Tu peux expliquer ce que tu fais maintenant un peu plus en détail? Ouais, bien sûr. Du coup, bah moi, ça va faire 4 ans. Ça fait 2020 que je me suis installé sur Dubaï. Transition qui s'est faite aussi un peu, pas par hasard, mais voilà, le fait que ce business-là ferme, qu'on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Enfin, tu vois, entre-temps, j'ai fait des jobs parce que, en fait, j'attendais de l'argent que, vu que la société a fermé, je n'ai pas eu. C'est les coms qui mettent du temps à arriver? Enfin, c'est des coms qui, en fait, quand tu liquides une boîte, et moi, j'étais pas salarié, j'étais agent co, donc tu deviens pas prioritaire, en fait, auprès du liquidateur. Et bah, forcément, ça n'arrive jamais. Donc, je me suis dit, attends, mais donc là, j'ai pas d'argent. Covid qui arrive en plus au même moment. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? J'ai pas d'oseille. Bref.
Bon, je commence à faire des petits jobs à droite à gauche, etc. Et en fait, je devais recommencer en octobre 2020 dans une boîte de gestion de patrimoine en France. Et en fait, on était en août, quelque chose comme ça. Mhm. Et en fait, j'avais quelqu'un que je connaissais sur Dubaï qui partait, enfin qui changeait d'appartement. Je lui ai dit: «Écoute, je sais que tu changes d'appart, mais t'as pas donné de 3 mois de préavis, Mhm. donc moi, je suis chaud de venir pendant Mhm. 1 mois, 2 mois. Je viens, je squatte dans ton appart, je bosse pour toi gratos, mais au moins, voilà, je reste à Dubaï et je fais pas rien», tu vois? Mhm. Et Bon, il était dans quel domaine? IMO aussi? ouais, IMO Ok. aussi. Enfin, non, alors pas que IMO, en fait. À la base, on faisait de l'investissement immobilier aux US, etc. Mhm. Aussi, c'était un peu quelqu'un que je connaissais de, Ok. de ça. Euh, et en fait, donc, j'ai commencé à bosser avec lui pendant 1 mois. Et en fait, au bout de 15 jours, il m'a dit: «Écoute, reste là, voilà, je peux te faire un visa, etc. On peut mettre ça, ça, ça et ça en place». Du coup, la boîte d'IMO dans laquelle on était 3 au début s'est transformée en 4 sociétés Ok. avec 60 personnes Ok, 1 an trop bien. après. Donc, on faisait du structuring, média, marketing Mhm. et immobilier Ok. sur les US. Donc voilà, c'est boîte que j'ai aidé à pas mal scaler et que j'ai quitté en 2023 pour me lancer, enfin moi à 100%, tu vois, sans avoir qui que ce soit qui me limite dans Ok. ce que je veux faire. Ouais. Du coup, ce que je fais, principalement, c'est des opérations de marchand de biens, donc achat, travaux, revente Mhm. sur Dubaï. Quand j'ai commencé, c'était plutôt des petits apparts, one bedroom, two bedroom, tu vois? Maintenant, on se focus plus sur des opérations un peu plus luxueuses, type penthouse, villa. Ok. Là, on est en train de target 2 villas sur la Palme, par exemple. Ok. Donc c'est des budgets entre 8 et 9 millions de dollars, tout Mhm. inclus. Tu peux parler des chiffres d'une opération classique, genre une opération Ouais. moyenne? Bah, au pire, on mettra en Ouais, dollars équivalents ou comme en ça. gros, en dollars, c'est entre 8 et 9 millions, tout inclus avec tes travaux, avec tout ça. Et tu ressors à 11. Ouais, c'est à peu près ça. Ok, et ça met 1 an le process? Ouais. Ok, donc en gros, tu fais plus 20% bien avancé? Ouais, alors, nous, en fait, la façon dont on structure les deals, en général, donc nous, on prend des management fees et on prend quelque chose sur la performance. Si l'investisseur fait plus de 20% net, là, on fait tout ce qui est au-dessus de 20% net, on fait 50-50. Ok, Donc, dans les forecasts classiques, l'investisseur fait à peu près 25 ok, parce qu'on fait un peu plus de 30 sur l'OP, tu vois. ok, trop bien. C'est en 1 an, c'est intéressant. Et tu t'as pas encore tes propres équipes de travaux? Tu prends toujours le même contracteur? Parce que je sais que c'est un peu bordel à Dubaï Ouais. pour cette partie-là. Ouais, alors c'était surtout le bordel au début sur les petits apparts. Mhm. C'est pour ça que j'ai un peu repris un contrôle sur une boîte de contracteurs ici sur des petits apparts. Mais cette boîte-là, elle est pas du tout en capacité de faire des opérations sur du luxe. Ok, Donc je sous-traite à des contracteurs ok, avec qui on bosse. Et ce qui est bien, c'est que cette boîte-là avec qui on sous-traite sur les biens de luxe, bah là, tu vois, par exemple, sur les 2 villas que je te dis sur la Palme, eux-mêmes investissent 50% de l'argent. ok, trop bien. Donc ils Euh, ont un énorme intérêt à ce que ça Ils soit ont bien un énorme fait. intérêt, ils Ouais. savent très bien ce qu'ils font et donc c'est très bien C'est une aussi. entreprise gérée par des Européens ou par... Heu, ouais, en partie, Ok, ok. ouais. Je fais pas plus de questions sur ça. Et ok, et ça c'est ton service principal, c'est là où tu as le plus de clients? C'est là alors c'est pas là où j'ai le plus de clients, c'est là où il y a le plus d'argent. Ok. Mais donc voilà, il y a ça, parce que forcément tu traites des gros volumes, donc quand ça paye beaucoup, Uhum. mais ça paye pas tout le temps. Mhm. Donc après là où je vais avoir le plus de clients, je pense que c'est sur la partie subleasing. Donc subleasing, pour faire très simple, c'est sous-location, donc on loue un appartement à l'année, on le meuble et on le met en sous-location sur Airbnb, Booking, et cetera. Donc là, ça permet d'avoir des tickets beaucoup plus bas. Enfin, pour un two bedroom à downtown, le ticket initial, on est à peu près à 40 000 euros. Mhm. Et les rentas, ça va entre 30 et 40% par an, quoi. Ok, et attends, ils s'engagent sur 1 an, sur 2 ans? Non, en général, en fait, si tu as envie d'optimiser, vaut mieux partir sur 3 à 5 ans. Ok. Donc nous, en général, on négocie avec les propriétaires des contrats de 3 ans. Et après, bah, si ça se passe bien, on renouvelle. Si le propriétaire veut arrêter, bah, on a acheté des meubles, on les transfère dans un Ouais, nouvel ou tu les appart, vends, ou ou je les c'est vends. ok. Mais l'idée, c'est de continuer l'investissement parce qu'en fait, on crée un petit business pour l'investisseur, Ouais. comme un mini hôtel, en fait. Mhm. Et l'idée, c'est de durer ça sur le plus longtemps possible. Et t'es comment sur les taux de remplissage? Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, Ouais, ouais. mais ouais. Alors, forcément, il y a des saisonnalités à Dubaï. L'hiver, c'est 90% Ok. plus. Et l'été, ça va à 60-66%. Ok, ça va. Je pensais que On- ça allait être 30 ou... Non, non, Ouais. non. Tu peux avoir, si tu gères bien, tu as du 60-66, mais pas au même prix, Évidemment, évidemment. ouais. Euh, L'été où je suis arrivé à Dubaï, c'était en 2021 et j'ai ouais. passé, je pense, 4-5 mois dans les hôtels et c'était à l'été, mais je sais pas, ça coûtait
les 4-5 étoiles, c'était même pas $100 par nuit. Hein. Enfin, c'était vraiment, c'était n'importe quoi. Mais ouais. Donc en gros, on va dire que l'été, tu payes à peu près tes charges, ton loyer, et tu fais ton bénéf l'hiver. Et l'hiver, par contre, ouais. L'hiver, ça va. C'est sympa. Trop bien. Et t'as un troisième service? Parce que j'ai une autre question après. Ouais, j'ai un troisième service qui est immobilier locatif clé en main. C'est-à-dire que t'es français, par exemple, tu vas acheter un appart à Dubaï, on te trouve l'appart, on te fait les rénovations et on te gère la location Airbnb. Un peu classique, quoi. Voilà. Ok. J'ai une de mes questions, c'est tu le fais pour toi aussi? Ouais. Ok. Ouais, il y a en fait, alors ça dépend des fonds que j'ai dispo évidemment, mais ouais, quand j'ai des fonds dispo, des fois je fais des co-invest, surtout avec d'autres investisseurs. Ok. Comme ça, voilà, ça montre aussi que on est tu mets les mains dedans, quoi. Voilà. Ouais. Ça veut dire que tu as confiance dans ce que tu vends. Et justement, sur ton acquisition, tu fais comment? Presque en organique, tu fais des ads, tu fais des événements? Je fais rien du tout. Okay. Enfin, je fais rien du tout. Si, je fais des événements, mais je fais pas d'ads. Je fais tu vois, je publie un peu sur Instagram, ces trucs-là. Ouais. Mais j'ai pas une grosse audience. Mais par contre, j'ai une audience hyper qualifiée. C'est-à-dire que chaque personne qui s'abonne, c'est un client potentiel. Ah, clairement. Ah ouais. Clairement. C'est trop bien. Et j'ai pas une grosse équipe, tu vois. J'ai un setter/assistant qui prend les relations avec eux. Et ça veut dire qu'il engage les nouveaux abonnés, par exemple, et il leur demande pourquoi ils sont abonnés, ce qui les intéresse, des choses comme ça. Ouais. Ok, trop bien. C'est marrant. Et t'as pas une stratégie personal branding, genre super bien établie sur 3 mois ou comme ça? J'ai pas vraiment de... Non. Ok. En vrai, c'est des fois, tu vois, voilà, je fais des podcasts, boum, il y a des leads qui tombent, je close. Voilà. Mais après, en fait, là où il y a le plus d'argent à faire, c'est sur les grosses OP. Et ça, c'est du réseau long terme. Ça, c'est du réseau long terme que j'ai depuis longtemps, tu vois. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai un fonds d'investissement au Luxembourg régulé. Bah voilà, eux, ils m'amènent beaucoup d'argent. Et c'est avec eux que je fais dealer. Ça va être avec des investisseurs que j'ai, voilà, qui me disent, OK, Thomas, on se connaît depuis 2-3 ans. J'ai 2-3 millions d'euros. Est-ce que je peux les placer sur un deal, etc. Donc, en vrai, c'est beaucoup de réseaux privés. C'est pour ça que, alors j'aime bien faire les réseaux sociaux, c'est cool, mais ça va pas énorme besoin. Et ici, pour développer du nouveau réseau à Dubaï, tu fais comment? Tu fais pas vraiment? Si, je fais networking. En fait, souvent, je fais moi-même les events, et donc j'invite des gens. Et en fait, je crée des relations, mais je les entretiens. Là, je vais commencer une série de podcasts d'ailleurs en anglais et avec Mohamed, qui lui dans la construction, il avait une des plus grosses sociétés de construction au Qatar. Il est qatari? Il est pas qatari, mais il a grandi au Qatar, etc. Et du coup, en fait, on va faire des events toutes les 2 semaines sur Dubaï. Donc, on va inviter pas mal de gens de notre réseau. Et voilà, beaucoup de... On en fait aussi des events en présentiel. On a fait les 2 ans de l'agence, il y avait 110, 115 personnes. Et l'impact, c'est énorme, en fait. C'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec le digital. Même si là, on a commencé à faire des webinaires. Et il y en a qui fonctionnent très, très, très bien. Mais même quand il y a vraiment pas grand monde, il y en a où il y avait 25 inscrits, il y a eu 2 personnes qui sont venues, mais j'ai closé les 2. Il y en a un où il y en avait 4, et j'en ai vendu 4 sites, mais à que 3 personnes sur les 4. En fait, ça dépend, comme tu disais, ça dépend surtout de la qualité de l'audience plus que du volume. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça le plus important. Et je pense dans ta communication, c'est pas vraiment bullshit, voire pas du tout bullshit, tu vois, c'est juste, tu donnes de la valeur, quoi. Alors qu'il y en a, ils veulent faire du volume de vues et d'abonnés, mais je pense moi, pas que c'est ça en fait, le plus intéressant. Si tu veux, j'ai un peu de mal avec le bullshit, dans le sens où, alors, avant, j'avais un profil beaucoup plus vendeur, tu vois, donc je savais vraiment très, très bien vendre. Depuis que, notamment, cette histoire est arrivée, je sais pas si c'est une perte de confiance ou c'est juste, voilà, je garde une certaine distance, mais je rends pas les choses plus belles qu'elles sont. Tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un event, donc on a présenté ce qu'on faisait. Je l'ai fait avec Mohamed et avec mon associé Chris. Chris est très, très bon à raconter des histoires. Il est très, 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 très fort. Moi, je suis juste, voilà. Tu fais boring, mais... La maison, c'est 27 millions. Les travaux, c'est 3,5. On revend tant, tac. Tu veux pas. Et t'achètes pas. Je m'en fous. Mais à un point, ça me change pas ma vie, tu vois. Moi, j'essaye de faire... C'est pas de l'anti-vente, mais pas loin. Et c'est aussi comme ça que je vends, sans vouloir vendre. Et j'ai l'impression que quand plus quelqu'un montre qu'il a besoin de vendre, en tout cas plus il est pushy, plus je me dis ah ouais, il a besoin de vendre, et du coup je me pose plein de questions. Je me dis ça veut dire qu'il vend pas assez. Du coup, qu'est-ce que c'est le problème, tu vois? Je suis vraiment pas en confiance.
la pire façon d'essayer de me vendre un truc, c'est en poussant. Vraiment, ça me repousse vraiment beaucoup. Il y Ouais. a ça, et si tu veux, j'ai remarqué que c'est vraiment avec les Français, donc notre technique avec les Français marche très bien, Ah ouais. Mais mais avec avec d'autres le reste, nationalités. des Ah fois, je ouais? dis: «Mais tu pas fun». Ah ouais? Genre, Ah, c'est vrai? mais bah, écoute, moi, je préfère être comme ça parce que voilà, en fait, si demain tu vends un truc, il se passe quoi que ce soit de pas bien, et ben, le mec, il peut pas dire: «Ouais, tu m'as forcé à vendre, Ouais. nanana». Non, je t'ai pas du tout forcé à vendre, C'est voilà. vrai que je peux pas te répondre parce que je pense 80% de nos clients, ils sont français, même ici. OK, Donc en fait, je sais pas ouais, si ça marche avec les autres. Et les non français qu'on a comme clients, ils viennent de reco. Donc forcément, une ouais, recommandation, ouais, facile. tu rien à faire en fait. Enfin, tu rien à faire. Ça y est, Ouais, il vient, c'est fini pour lui, quoi. c'est clair. Donc ouais, c'est marrant. Et c'est quoi tes objectifs avec cette structure-là? C'est Bon, alors là, c'est une bonne question, là. Ça devrait être simple comme question, mais elle est pas si simple que ça. Non, en fait, Mais si tu veux, je précise un peu, mais genre là où t'en es maintenant, tu kiffes déjà. Pour toi, c'est non, je vraiment kiffe le pas tout déjà. début du début. C'est Je suis en fait, si tu veux, je suis en période où j'ai scale très, très vite en termes de fonds qui arrivent, et je pense que j'avais pas encore la structure pour gérer autant, Mhm. et du coup, je me retrouve à gérer des problèmes d'un mec qui gère, je sais pas combien de millions, alors que, bah, j'ai pas la structure pour gérer ça, tu vois? Mhm. Enfin, normalement, tu es censé avoir un back office énorme, Ouais, plein ouais, de trucs. ouais. Donc en fait, je cours à droite à gauche. Donc là, en Mhm. fait, je gère que des problèmes en ce moment. Ok. Enfin, des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des bons Ouais, problèmes. ouais, ouais. Mais donc je suis beaucoup là-dedans. Mais voilà, je sais qu'une fois que les choses évoluent, donc on commence à construire quelque chose de solide au fur et à mesure, projet après projet, parce que tu vois, quand on commence par exemple à faire des villas sur la Palme, enfin, la grosse partie de ce qu'on va gagner arrive 1 an ou 1 an et demi après quand on revend Mhm. la maison. Mhm. Donc au début, voilà, on prend quelques pourcentages histoire de gérer un peu l'asset Ouais, management, mais c'est tout, quoi. ouais. Donc Et c'est comme delayed gratification. Ça veut dire, dans les business, c'est un peu comme le tien et le mien aussi. Les process de vente et le moment entre quand tu as une demande, tu vends et tu es vraiment payé, mmh. le Ah délai ouais, est énorme. Mais du coup, il y en a qui trouvent que, par exemple, dans mon business, c'est pas fun du tout. En fait, c'est ce qui se valorise, c'est le c'est ça. business chiant. Ils font vraiment de l'argent, quoi. Mmh. Mais C'est ouais. ça. Donc là, tu vois, je me dis: «Bon, 2024, je vais pas faire des millions en perso. Par contre, 2025, avec ce que j'ai lancé là, mais qui sortiront qu'en Mhm. 2025, ouais, ça Ah, va ça commencer va. à être Ok, être ok, très, très ok. sympa, tu vois? T'as le petit sourire. Ouais, ouais. t'as- Donc c'est bien. Trop bien. Et tu penses que tu vas rester dans ce domaine-là pendant des années? Enfin, vraiment, c'est ta passion? C'est ma passion, passion. En fait, tout ce qui, en fait, c'est ma passion, et surtout, c'est vraiment ce que je sais faire. OK. Je comprends très bien, tu vois, l'investissement en général, comment structurer un investissement. Je fais pas mal de corporate structuring, à côté. J'ai ouvert, une quarantaine de sociétés sur Dubaï pour des clients. Donc tu vois, je comprends un peu tous les équilibres, comment faire des montages pour, aller lever beaucoup plus d'argent. Mmh. Là, tu vois, je commence à regarder, notamment avec Mohamed qui construit, bah, un peu de tout, hein, des hôtels et cetera. OK. Pour, quand on commence à regarder pour construire un hôtel, tu vois, on regarde aussi ce genre de projet, quoi. Et ici, c'est comment le levier bancaire sur des opérations? C'est très compliqué? C'est possible d'aller chercher des crédits? C'est possible d'aller chercher des crédits. Grosso modo, tu veux acheter un appart, tu pas résident, il faut compter 40, aller un peu plus avec les DLD, Ouais. entre 40 et 50 d'apport. Mmh. Le reste, tu peux le faire financer. Évidemment, il y a certaines conditions à respecter, comme, tu vois, tes revenus mensuels et cetera. Il faut compter environ 7 000 € par mois, Mmh. et là, ça va être finançable. Je parle pas du off-plan où là, ils disent: «Oui, tu as des taux zéro, c'est le promoteur qui Ah finance». ouais? C'est pas du Bah, tout mon truc. c'est comme du payment plan, c'est juste leur propre payment plan, non? Oui, oui, Oh, aux OK, développeurs, oui, OK, bien OK, sûr. OK. Ouais. Moi, je te parle en Ouais, levier ouais, ouais. bancaire Ouais, classique ouais, sur de l'ancien. ouais. Ouais. Faut mettre 40-50 d'apport, et le reste, ça se finance. Si tu es résident ici, et que tu es propriétaire de ta boîte, ça sera à peu près pareil, c'est Mmh. 40. Si tu es salarié, là, tu peux mettre que 20 d'apport. OK, j'ai une question. L'histoire des taux d'endettement, c'est un peu la même chose qu'en France? Ça dépend. J'imagine que oui. OK. Ouais, parce qu'ils vont pas te Ouais. laisser Je fais t'endetter de toute beaucoup de façon. cash, je Ouais, t'avoue, donc ouais, ouais. Tu surtout des clients français? Enfin, qui sont en France? j'en ai, mais je sais pas si ça représente la majorité ou pas. OK, Je pense que ça représente peut-être, ouais, peut-être 40-50. OK, Voilà. OK. Et j'ai une autre question parce que je me la pose tout le temps. Pourquoi tu communiques en anglais et pas qu'en français? Parce que moi, je me pose tout le temps la question si Parce ça fait que sens. j'ai une plus grosse audience en anglais. Du coup, ouais, je dois avoir peut-être 50-60 de mes clients qui ne parlent pas du tout français, OK. et dans les 40 qui parlent français, bah, ils La parlent plupart, anglais, ils quoi. parlent anglais, ouais. Donc voilà. Normalement.
Ouais, normalement. Et c'est quoi les autres nationalités de tes clients? C'est Autre nationalité, j'ai quoi? J'ai, allemand, bah, mon associé est allemand OK. donc ça aide. J'ai indiens qui sont nés à Dubaï, j'ai, quoi d'autre? Anglais, voilà, C'est russe, vraiment de bref, tout. un peu tout. Tu parles russe ou pas? Pas encore, Pas j'essaie, c'est vrai? Moi aussi, je prends des cours, gentiment. mais c'est un peu compliqué. Et si on va encore un poil plus loin, c'est tu dis tu veux rester dans ce domaine-là tout le temps, mais c'est quoi ton rêve? Genre vraiment là où tu te dis: «OK, j'ai réussi ma vie». Si ça existe et si c'est lié au Ouais, perso, parce que par exemple, moi, c'est pas du tout lié au perso, si tu me poses cette question. OK, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas lié au perso? Bah, moi, c'est pas lié au pro, je veux Ah dire. voilà, OK, C'est oui, oui, c'est pas lié au d'accord. pro. Ouais, c'est OK. très, très perso Beh, là. justement, c'est ce que Ouais. j'allais dire, genre réussir sa vie, c'est hyper large. Je pense qu'il y a une vraie part de perso, qui est importante, mais est-ce que ça représente, la majorité? Je sais pas. Moi, je pense que j'aurais vraiment réussi ma vie à partir du moment où j'ai zéro stress, par rapport à l'argent potentiellement qui devrait arriver et cetera. J'ai pu construire un truc très, très solide, pour, mon entourage, tu vois? Ma femme, mes futurs enfants, voilà, qu'ils soient vraiment sécures sur plusieurs années et que je me dis: «Demain, j'ai envie d'arrêter de bosser, Tu peux. j'arrête de bosser Ouais. et ça ne change absolument rien à ma vie». Attends, OK. Donc voilà, ça représente du coup, je pense, pour avoir le lifestyle que je veux parce que j'aime beaucoup Miami. L'idée, ça serait au bout d'un moment de faire un split, Dubaï-Miami, tu vois? Et si j'arrive à faire ça quasiment qu'avec des revenus passifs ou voilà, des Pas deals loin qui d'être tombent passif, et ouais. pas loin de Mmh. passif, ça me va très bien. Ouais, le mix, il sera, je pense, Milan-Dubaï, hein. Ça y est, j'ai été Ouais? j'ai été piqué. Je crois que c'est Qu'est-ce qui t'attire à Milan? en fait, il y a toutes mes passions, hein. Il y a foot, basket, les visites enfin, en gros, tu peux marcher dans la rue, quoi. Tu OK. peux marcher dans la rue sans savoir ce que tu vas faire. La nourriture, les vêtements. C'est à côté de la Suisse, qui est mon endroit préféré du monde. Heu, Alors, il y a pas ta plus grande passion? Parce que quand je t'ai rencontré la première fois, tu m'as dit: «Ma plus grande passion, c'est le PSG». c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on peut pas tout avoir dans la j'ai même pas de réponse. Ah ouais, si, c'est à 1 heure de Paris en avion, je pense, pour aller voir les Ouais, matchs du c'est vrai. PSG, hein. Ah, ça Mais se fait, c'est hein. vrai, c'est ma plus grande passion dans la vie, largement. Et d'ailleurs, c'est quand? Mercredi. C'est la journée la plus importante de l'année pour moi. Oh putain. Mais du coup, les gens, ils comprendront pas, hein, ça se trouve, ils verront: «Eh, ils voient mon petit sourire, on se sera pris 3-0 là, tu vas voir». Ah putain. Tu bien le foot? Je me Ouais, souviens ouais, plus. j'aime bien le Tu foot. étais pour qui? C'est risqué comme question si tu viens du sud, mais S J'aime bien le PSG parce que ah! Ça forcément, va, ça va, ça va, ça va, ça va. je suis né en région parisienne. Toute ma famille, en fait, est des régions parisiennes, donc Ah, si je dis autre chose aussi, j'ai eu très peur de la réponse, mais non, je suis pas pour Ah, Marseille. En ça tout va? cas, j'aime pas Marseille. Ouais. Mais Non, je mais en vrai, t'avoue Nice, Monaco, tout ce que tu veux, hein, ça me va très bien. ouais, non, Tout sauf Nice, j'aime bien. Nice, j'aime bien. Mais en fait, ouais, je jouais au foot quand j'étais petit et depuis que j'ai, je sais pas, en fait, depuis que j'ai arrêté le foot vers 16 ans, Tu plus trop suivi. j'ai un Et peu tu fais lâché. quoi? Tu fais quoi en dehors du travail? Genre, tu fais du sport? Ouais, je fais paddle, tennis, un peu alors là, ça fait très longtemps que je pas joué au foot, mais Mmh. voilà, wake surf, wakeboard, Ah ouais. tous ces trucs-là. Ah ouais, Motocross, ah ouais? voilà, ouais. Ah ouais, tu bien occupé. Ouais, ça Et c'est comment l'équilibre, pro perso? Tu travailles en volume, tu travailles beaucoup? va. Ouais, Ah ouais? là, il y a pas beaucoup de perso en ce Ah moment, ouais? il y a beaucoup, beaucoup de pros. Tu dirais c'est 10 heures par jour, 12 heures par jour? Ah ouais, facile. Ah ouais? Ouais, ouais. Enfin, je OK. pense que ouais, 12, un bon 12 bien 12 heures. avancé? Ouais, Et ouais. c'est quoi ta journée type? Ça commence à En fait, je trouve qu'il y a vraiment des périodes de rush. Genre, par exemple, quand je dois genre, imaginons que je vais lever de l'argent, donc j'ai un client qui est prêt, voilà, il faut que je le trouve un bien. Parce que souvent, en fait, ce que je fais parce que le marché de Dubaï est hyper, liquide, tu vois? Faut avoir l'argent prêt pour commencer à aller ouais. chercher un bien, sinon tu loupes J'ai vu toutes les deals. ça, quand j'ai acheté là. Voilà, Ils ouais, voulaient pas me parler tant que j'avais pas l'argent sur le non, compte mais ici, sinon ouais. tu loupes tous les deals, Ah ouais, c'est inutile. ouais. Et donc en fait, des fois, j'ai l'argent et du coup, je suis un peu dans le rush. OK, il faut que vraiment je trouve un super deal parce que le client, il va attendre, mais il va pas attendre indéfiniment, Ouais. tu vois? Donc quand je suis dans cette phase-là, je suis en visite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ouais, j'ai envie de te dire journée type, je lève des fonds, donc je fais des calls ou des rendez-vous physiques. Je cherche des biens et un petit peu d'admin, mais c'est vraiment pas là où je suis le meilleur. OK, Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de retard sur pas mal de OK. trucs en admin. Voilà. Et tu entouré comment? Tu des salariés? Pour l'instant pas? C'est Alors j'ai un assistant, enfin assistant slash setter, OK, OK. voilà, qui est un peu multitâche, qui est pas mal. J'ai un associé qui m'aide beaucoup, enfin qui fait en fait, si tu veux, moi je fais plutôt la partie investissement et achat-revente et lui il fait plutôt la partie gestion, Airbnb et cetera.
Donc, on se complète pas mal Ouais. là-dessus. Et tant mieux, parce que toute Ça la partie t'intéresse gestion moins. Airbnb, c'est un enfer. Ok. Et c'est le pire job au monde. Ok. Je le souhaite à personne. C'est-à-dire que t'as un guest qui dit, ouais, ma serviette, je l'ai pas eu, machin. J'ai compris. Laisse Moi, tomber. le pire job du monde, je pense que c'est project manager pour création de site ou app. C'est-à-dire mes project managers. Pourquoi c'est horrible? Ah non, mais c'est pas possible. Mais il y a des clients qui, la plupart, c'est des crèmes de la crème, mais tu gères que les problèmes, en fait. Enfin, tu gères, Oui. même quand il n'y a pas de problème, c'est chiant, en fait, la gestion de projet. C'est vraiment pas passionnant, mais ils aiment bien, apparemment, donc, tant mieux. Mais pour moi, c'est ça le pire travail du monde. C'est pas de gérer des Airbnb. Chacun son job. Voilà. Donc ouais, on se complète pas mal là-dessus, et donc forcément lui il a toute une team derrière. Donc je sais pas combien on doit être, 12 dans sa team, mais en fait sa team, donc quand j'ai besoin, tu vois, son assistant, un truc, enfin un truc, j'ai accès à tout, donc voilà. Je suis pas très entouré pour le moment, mais en fait, enfin en tout cas in-house, on a voilà au total peut-être 12 les deux compagnies réunies. Et mais après par contre je m'entoure très bien avec des externes, tu vois, j'ai quelqu'un qui m'accompagne sur tout ce qui est structuring, formation de société, compta, levée de fonds, etc. Ah non, et pardon, j'ai des vendeurs aussi, qui sont principalement en France. Donc gestionnaire patrimoine, etc. Donc j'en ai 2 in-house qui bossent vraiment pour moi. Et après le reste, c'est des externes. C'est des apporteurs d'affaires ou... Ouais. Ok. Et c'est... En France, c'est vu comment l'investissement que tu proposes, enfin les investissements que tu proposes, ils trouvent ça ultra risqué? En fait, si tu veux, en France, ils sont vraiment dans le besoin d'aller chercher de la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on leur propose en France, c'est pas très intéressant. Les assurances vie à moins de 2%, c'est inutile. Ouais. Donc, il faut forcément trouver des solutions un peu sympas. Du coup, quand je leur propose même du locatif clé en main qui fait 7-8% par an, Ils trouvent ça énorme. ils trouvent ça super, Ouais. sachant que c'est net. Donc ça se vend relativement bien. Et je te parle même pas quand on dit, bah voilà, on fait des opérations de marchand de biens, tu vas faire peut-être 25, sur l'OP total, on va peut-être faire 30. Bah ça se vend, quoi. Après, voilà, vu que j'ai un peu ralenti les achats-reventes sur les petits biens, je touche un peu moins de clientèle française là-dessus. Ok. Je touche beaucoup plus d'institutionnels ou clients étrangers. Ok. Voilà. Et sur des opérations comme ça, par exemple, celle-là à 10 millions comme ça, tu prends une personne ou un institutionnel, ou il y a plusieurs personnes? Les deux, Ok. ça peut dépendre. Ok, mais tu fais rentrer 10 personnes différentes non plus, quoi. Non, pas autant. Ok. Là, tu vois, par exemple, sur une des villas que je target, j'ai déjà 50%. Faut que je trouve 50% supplémentaires. Ça peut être 1, 2, 3 personnes, pas beaucoup plus, quoi. Ok. En général, quand je fais des deals comme ça, je mets un ticket minimum à $1 million. Et voilà, j'en prends quelques-uns. Trop bien. Bah, je pense que j'ai posé beaucoup des questions que je voulais poser. Il y a une dernière question que j'aime bien, à part si tu as des choses à rajouter, c'est qu'est-ce que tu aimerais bien pouvoir te dire avant de mourir? Que je me dis à moi-même. Genre, ou dire aux personnes autour de toi, ou te dire à toi-même, ouais. Celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ouais. Franchement, alors, ouais, le problème, c'est que je sais pas encore ce que tu vas avoir fait. ce que je vais achever dans ma vie, tu vois. Moi, Mais je pense c'est le principe de la question. Je pense que je dirais, enfin, en fait, je pense que si je dois me parler à moi-même, je dirais merci d'avoir cru en toi et merci. Genre, cool. Bah, c'est Et marrant ciao. parce que le truc que j'ai dit quand on m'a posé cette question, c'est merci. Mais moi, pas merci à moi, mais merci aux gens autour de moi. Ok. Donc c'est marrant. Cool. Je sais pas plus analyser ta réponse, Top. mais voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était sympa, hein.